D'abord, le régime en Turquie est un régime, même s'il a des aspects démocratiques, était un régime un peu autoritaire. Et Tayyip Erdogan, n'oublions pas, il est arrivé au pouvoir en 2002, en 2003, avec une majorité parlementaire de 2/3. Donc du coup, il avait une large aptitude pour pouvoir passer les lois qu'il voulait faire passer. Et deuxième chose, c'est qu'à terme, Tayyip Erdogan a de plus en plus pris le contrôle de son parti. Les fondateurs, initialement, le parti de Justice et Développement était un parti plutôt collégial. Et au fur et à mesure de l'évolution du pouvoir d'Erdogan, les fondateurs du parti se sont éloignés. Soit ont quitté le parti, soit ont été écartés, ce qui fait que 10 ans après, Erdogan se retrouvait vraiment à la tête seul d'un parti qui était devenu son principal outil politique pour son projet personnel d'assise du pouvoir. Et vous savez que le fait de rester au pouvoir dans un régime où les institutions convergent vers l'autoritarisme, plus vous restez au pouvoir longtemps, plus vous arrivez à contrôler les institutions juridiques, économiques, politiques, administratives. Et à partir de 2011-2012, Tayyip Erdogan commençait à transformer l'État en une sorte d'État AKP, État parti, à la tête duquel se trouvait lui. Troisième étape, c'est la tentative de coup d'État de 2016 qui a échoué, heureusement, mais en même temps, ça lui a permis à Tayyip Erdogan de décréter un état d'exception, un état d'urgence. Donc, du coup, suspendre de fait la plupart des droits et libertés démocratiques, de pouvoir suspendre la plupart des règles administratives et de gérer le pays par décret présidentiel sans contrôle judiciaire. Et par conséquent, ça lui a permis de vider la fonction publique des personnes qu'il ne désirait pas, de gauche, des syndicalistes ou ses ennemis gulenistes. Il a fait la même chose pour la justice. Pour illustrer ça, je donnerai essentiellement la justice comme exemple. Il y avait, lors du coup d'État, environ 12 et 13 000 juges et procureurs en poste en Turquie. 4 800 à 5 000 juges et procureurs, en l'espace d'une année, ont été licenciés. Certains en prison, mais la plupart licenciés. Et dans l'espace de quelques années, des jeunes juges ont été embauchés, tous évidemment avec un contrôle de leur loyauté vis-à-vis d'Erdogan. Et donc, du coup, ces juges, aujourd'hui, constituent le fer de lance du système judiciaire qu'utilise Tayyip Erdogan en matière pénale. Et par conséquent, la base de la démocratie, qui est la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, en Turquie, n'existe pas. Et voilà, ça c'est une manière progressive de contrôler les institutions et de suspendre ou de supprimer le principe de séparation de pouvoir. À partir de 2017, il a poussé avec un référendum constitutionnel, il a changé la nature du régime, il a mis en place, il a fait passer cas un cas avec 51% des voix, non pas avec un consensus très large, tout juste nécessaire pour changer la Constitution, 51% de oui. Il a mis en place un régime présidentiel sans contre-pouvoir. Et donc aujourd'hui, Tayyip Erdogan, il est chef de l'État, il est chef de gouvernement, il est chef du parti majoritaire, donc il contrôle le Parlement. Et en tant que contrôlant le Parlement, contrôlant le gouvernement, il est chef du gouvernement et chef d'État. Il nomme la haute juridiction, membre du Conseil constitutionnel, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, et par conséquent, il contrôle le système judiciaire. De la même manière pour la police, de la même manière pour l'armée. L'armée a perdu son autonomie, il est devenu totalement dépendant de Tayyip Erdogan et de son équipe pour les nominations des généraux. La même chose pour l'université. Il a supprimé le système d'élection des présidents d'université par les enseignants. Il nomme qui il veut à la tête des universités publiques. Et ça, on peut le multiplier les exemples pour toute l'administration.
C'est une évolution qui est à double mouvement. Il y a la position de la Turquie et la position de l'Union européenne. Jusqu'en 2004-2005, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Turquie obtient le feu vert pour commencer les négociations en vue d'adhésion, Tayyip Erdogan était très pro-européen et peut-être, je dirais, le leader politique qui était le plus pro-européen en Turquie, y compris par rapport à la gauche turque. À partir de 2006, il y a eu un certain freinage dans l'enthousiasme de Tayyip Erdogan, mais je crois que l'enthousiasme a été surtout brisé par deux facteurs. Le problème chypriote, puisque la Turquie a commencé à négocier avec l'Union européenne. Entre-temps, Chypre est devenu membre de l'Union européenne et la Turquie ne reconnaît pas la République de Chypre. Donc déjà, vous entrez dans un club dont un membre vous ne reconnaissez pas et ce membre a le droit de veto sur votre adhésion. Donc déjà, c'était mal enclenché d'emblée. Et deuxième étape, en 2007, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, d'un commun accord, ils ont déclaré que la Turquie, même si elle remplit les conditions d'adhésion prévues par l'Union européenne, c'est-à-dire remplir l'acquis communautaire, répondre aux 35 chapitres de l'acquis communautaire, la Turquie n'a pas sa place, n'a pas la vocation européenne. Et c'est à ce moment-là que Angela Merkel a commencé à parler de partenariat stratégique pour la Turquie. Et donc, du coup, pour Tayyip Erdogan, faire tout l'effort de changement politique, institutionnel, économique en vue d'adhésion à l'Union européenne devenait coûteux sans bénéfice. C'est-à-dire, l'adhésion n'est pas quelque chose de très facile. Pour le pouvoir, l'adhésion nécessite par exemple que les marchés publics deviennent totalement concurrentiels. Or, les marchés publics, en Turquie comme en France d'ailleurs, sont des secteurs qui permettent au pouvoir de s'autofinancer. Les marchés publics, on donne à des entreprises proches du pouvoir, il y a le retour de l'ascenseur, etc. Et demander par exemple une transparence totale des marchés publics à un pouvoir politique, mais en contrepartie duquel il n'y a pas de garantie d'adhésion, il ne le fait pas, puisque c'est un coût sans bénéfice. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et à partir de 2011-2012, les négociations en vue d'adhésion ont été quasiment gelées avec la Turquie. Il n'y a pas eu d'avancée depuis cette date-là. Et Tayyip Erdogan, entre-temps, est devenu de plus en plus autoritaire et de plus en plus anti-occidental parce que pour pouvoir mobiliser sa base électorale, désormais, il avait... Alors qu'il y avait auparavant la ressource « nous allons devenir membres de l'Union européenne », maintenant c'était le ressentiment anti-européen qui devenait la ressource politique porteuse pour sa base électorale. Et à partir de 2014-2015, il a été obligé, pour garder une majorité, de faire une alliance avec l'extrême droite nationaliste. Et dans ce cas-là, c'est l'ultranationalisme et l'ultra-religiosité, une alliance nationaliste religieuse qui marque son idéologie. Du coup, l'Occident est vu comme un ennemi de la Turquie parce que l'Occident est chrétien et la Turquie est musulmane. Son parti est devenu une machine électorale d'Erdogan. C'est-à-dire que si aujourd'hui Erdogan perd le pouvoir, le parti AKP, le Parti de justice et développement, implose. Il ne peut pas tenir parce que ce n'est pas un parti qui, au départ, ce n'est pas le parti de 2002-2003. Il est devenu totalement une machine politique pour les desseins personnels d'Erdogan et de son clique. L'avenir politique d'Erdogan, nous ne savons pas, mais en tout cas, lui, il se voit évidemment être réélu en 2023, encore président de la République et mener jusqu'en 2028 le destin de la Turquie et de garder le pouvoir. Le grand problème des autocrates, nous le connaissons dans l'Afrique, dans les dictatures africaines, c'est que plus ils restent au pouvoir, plus la perte de pouvoir devient coûteuse pour eux, pour leur famille, pour leur entourage.
parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a des risques d'ouverture de procès, des règlements de compte s'ils perdaient le pouvoir. Donc du coup, ils s'accrochent encore plus au pouvoir. Et en 2023, les élections n'est pas dans la poche, en revanche. Déjà, Tayyip Erdogan n'est pas quelqu'un qui se fait élire avec 80% des voix comme en Biélorussie, Loukachenko. C'est toujours ric-rac. Il est élu avec 51%, 50,5%, etc. Et au jour d'aujourd'hui, les sondages d'opinion montrent que Tayyip Erdogan n'a pas la majorité des électeurs. Et sa base électorale s'effrite. Et donc, du coup, nous ne savons pas ce qui va se passer à l'horizon de juin 2023, où il y aura les élections du président de la République et du Parlement en même temps. Nous ne savons pas si l'opposition va pouvoir s'unir pour présenter un candidat unique, et quel candidat unique, évidemment, susceptible de canaliser cette vote anti-Erdogan et de porter au-delà d'une posture anti-Erdogan pour un changement mobilisant la Turquie démocrate, sociale, aspirant à une modernité en Turquie. Et Tayyip Erdogan, évidemment, essaye de plus en plus, du coup, cliver la société entre nous, les vrais Turcs sunnites nationalistes musulmans, et eux, les éléments d'étrangers, ceux qui ont perdu leur âme. Ça, c'est la stratégie qui a été gagnante dans le début des années 2010 en Turquie, c'est cette stratégie de polarisation socio-culturelle. Mais la crise économique, la crise d'immigration, la masse de migrants syriens qui commencent à irriter la population, y compris l'électorat d'Erdogan, font que désormais la stratégie de polarisation ne donne pas les résultats escomptés comme autrefois. Donc la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que Tayyip Erdogan acceptera d'organiser des élections dont il sait, par les sondages d'opinion, qu'il risque de perdre? Est-ce qu'il créera une situation d'exception pour reporter les élections? Et s'il perd les élections, est-ce qu'il acceptera les résultats des élections ou est-ce qu'il aura un comportement à la manière de Donald Trump? Nous ne savons pas. Mais a priori, la Turquie est un pays où la légitimité électorale est indispensable pour garder le pouvoir jusqu'aujourd'hui.